Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Lumière intérieure. Cette semaine, je reçois une chanteuse et comédienne, actrice, dont le visage nous accompagne depuis les années 80. Si je vous dis Joëlle Mazar, Pause Café, je suis sûre que vous avez déjà reconnu. Et oui, je reçois Véronique Jeannot. J'ai le plaisir de vous recevoir. Pour la première fois, bonjour, oui, c'est la première fois. Sur KTO, dans notre émission Lumière intérieure. Ravie. Et pour la première fois aussi, avec un animal, votre chien, Sheila, oui, Sheila, qui vous accompagne. Toujours, elle est toujours avec moi. Et qui est incroyable. Oui. Incroyablement sage. Oui. Elle ne bouge pas d'une oreille. Non, elle est très, très gentille. Non ? C'est un amour. Voilà. Ah, ben, elle a Vraiment l'air. un amour. Elle a l'air. On va en reparler sans doute un petit peu après. Ah là là, elle se oui, met ça en... y est. Elle se met en boule. Donc, deux invités, et Véronique Jeannot. Donc, merci d'être là. Pour nous présenter, on va commencer par ça, par votre actualité d'écrivain, puisque vous écrivez aussi, et en l'occurrence avec ce beau livre qui s'appelle « Le présent est mon refuge » aux éditions XO, un livre qui revient sur votre vie, sur vos épreuves, qui explique aussi comment les surmonter, comment méditer. Et sur mes joies. Les et sur vos joies, bien mes sûr. joies sont d'autant plus fortes justement qu'on ait des épreuves. On va en parler. Est-ce qu'on peut dire que c'est un livre de développement personnel ? Oui. D'une certaine façon ? Oui, d'une certaine façon, oui, on peut dire. Alors les deux mots de ce titre, le présent et mon refuge, sont des mots qui sont tout droit issus du vocabulaire bouddhiste. Le présent, l'importance du présent, et le refuge, prendre refuge, qui a une signification particulière. Oui, parce que quand dans la notion de refuge, on peut penser qu'on se met à l'abri, qu'on se protège, alors qu'en fait la prise de refuge, ça n'a rien à voir. C'est au contraire, c'est déjà arriver à vaincre ses peurs, et puis pour s'ouvrir après une pratique réussie, en fait, mieux s'ouvrir aux autres et mieux s'ouvrir à la vie différemment. C'est s'exposer au contraire. C'est pas la prise de refuge, c'est pas du tout se protéger, c'est au contraire s'exposer. C'est ce que j'ai lu effectivement. La prise de refuge dans le bouddhisme, c'est avant tout un engagement dans la pratique et le moment où le bouddhiste décide de suivre l'enseignement, le dharma de l'éveillé, du Bouddha, c'est ça ? Oui, le chemin des enseignements. Le chemin des enseignements. Puisque vous êtes bouddhiste ? Oui, je suis d'inspiration bouddhiste. Moi, Parce que certains ont dit converti, mais voilà. Voilà, on n'a pas besoin de se convertir au bouddhisme. C'est avant tout une philosophie de vie. Donc, moi, je dis que je suis chrétienne, bouddhiste, animiste. Chrétienne parce que, on va dire, par héritage parental, et puis bouddhiste vraiment par conviction. Et que je dis que j'ai jamais mieux entendu la parole du Christ que quand j'ai suivi les enseignements bouddhistes. Et animiste parce que je pense que Dieu est dans tout, avec cette connexion au grand tout que j'ai vraiment au fond de moi, profondément. Intéressant ce lien que vous faites en disant que vous avez mieux entendu les paroles du Christ depuis que vous êtes bouddhiste. Comment ça ? Je les ai beaucoup mieux entendues. Elles ont résonné différemment, d'une façon peut-être plus pragmatique, n'est pas le mot, mais en tout cas beaucoup plus claire, beaucoup plus clairement. Et j'ai pu les intégrer différemment. Je les ai entendues différemment, profondément. Quelles paroles ? Alors là, c'est aussi très profond, c'est peut-être au-delà des mots. Bien sûr, déjà, il faut accepter qu'il y a des choses qui soient au-delà des mots. Mettre des mots, quelquefois, c'est rétrécir des choses qui sont tellement vastes que c'est inutile. Il y a certaines choses comme la foi. Comment allez-vous décrire la foi ? C'est impossible. C'est entre autres. Donc, pareil, l'amour, on le rétrécit dès qu'on lui met des mots. Il y a des choses qu'il faut simplement se contenter de ressentir et de vivre, tout simplement. Est-ce que la foi et la spiritualité, c'est la même chose ? En tout cas, la religion et la spiritualité ne sont pas la même chose. Pardon ? La religion et la spiritualité sont deux choses différentes. Malheureusement. Et vous le dites d'ailleurs. La religion devrait être la courroie de transmission de la spiritualité. Or, je pense que la religion a été utilisée pour emprisonner quelque part les gens, les peuples, pour les dominer d'une certaine façon. Et alors que je pense que la spiritualité est là pour élever l'homme, dans la compréhension de lui-même et pour l'aider à vaincre ses peurs et à l'ouvrir au monde. Et alors que la religion, au contraire, est faite pour contrôler. Vous citez David Bowie.
c'est vrai que c'est une phrase de David Bowie que je trouve intéressante, que je vais Alors moi, je reproduire. l'ai lu comme étant de David Bowie dans le livre que j'ai lu, mais il y a La longtemps. religion est pour ceux qui ont peur de l'enfer, la spiritualité pour ceux qui en reviennent. J'adore cette phrase. C'est vrai Qu'elle que c'est soit de une- David Bowie ou que c'est une phrase qu'il a fait sienne et qu'il ait reprise, qu'importe, l'importe ça qu'on l'entende et qu'elle soit connue parce qu'elle est magnifique, elle résume tout. Alors, il est beaucoup question, on va rentrer davantage dans le détail, de spiritualité, de pratique aussi. Vous terminez quand même ce livre par Sœur Emmanuelle, Ouais. une grande chrétienne catholique, Oui. et avec il y a là les enfants. Il y a là les enfants. Mais je pense que, vous savez, quand j'étais allée faire mon documentaire en Inde, qui s'appelait Dakini, le féminin de la sagesse, j'ai rencontré une femme incroyable, qui est une religieuse, elle s'appelait Sœur Jessie, et elle avait chez elle, elle avait un crucifix, enfin un crucifix, elle avait une main de Fatma, elle avait des statues de Bouddha, elle avait toute, je veux dire, elle était de toute religion confondue, elle était au-delà de la religion. Je pense que quand des êtres de cette dimension existent, ils sont au-delà de toute religion. Ils ont compris l'essence même, en fait, voilà, c'est de la spiritualité. Ils sont spirituels avant tout. Ils dépassent la religion. Et je pense que c'est ça, il faut dépasser la religion. Si on est là pour se contenter de suivre la religion, on n'est pas dans la liberté de soi. Vous évoquiez tout à l'heure votre héritage catholique, chrétien. Ah, j'ai tout fait. J'ai fait la communion, ma première communion, ma confirmation. J'ai tout fait. Tous Et les j'étais sacrements. contente de le faire, de porter l'aube et tout. J'étais sans problème. Et quand remonte votre rencontre avec le bouddhisme, en fait? En fait, ça remonte au moment... À 22 ans, j'ai eu des gros problèmes de santé. Et tout d'un coup, j'avais appris que peut-être que la vie allait s'arrêter. Je ne savais pas quand. C'est au moment où Et vous avez de appris que toute vous aviez façon, un cancer de l'utérus. Oui, je ne pourrais pas avoir d'enfant, je ne pourrais pas fonder une famille, en tout cas, selon l'idée que je m'en faisais. Et que tout d'un coup, être femme, ça ne voulait plus rien dire. Donc ça faisait beaucoup, beaucoup d'un 22 coup ans. à dépasser. Et les murs de ma maison quotidienne, on va dire, étaient devenus d'une étroitesse absolue. Oui. Et je ne pouvais plus vivre là-dedans. Et à ce moment-là, on m'a offert le livre magique, vraiment, c'est un livre magique, qui est le Prophète de Khalil Gibran. Et ça a été pour moi une clé extraordinaire. Et ça a été ma Bible. Et puis derrière, j'ai vu le livre tibétain de la vie et de la mort. De la vie et de la mort. J'avais lu aussi les chemins de la sagesse d'Arnaud Oui, Desjardins. vous les citez Et tous tout les ça, trois. ça m'a fait voir la vie complètement différemment. Complètement différemment. Donc, Et je lorsque suis allée vous êtes- écouter les enseignements bouddhistes avec Sogyal Rinpoche pendant des années, Mhm. et qui était un enseignant formidable. Malgré tout ce qu'on a pu dire sur lui, c'était un enseignant formidable. Et ça m'a tellement apporté que d'ailleurs j'ai eu à un moment l'envie de rendre tout ce que j'avais reçu, et en parlant du peuple tibétain et de cette philosophie à travers des femmes dont on ne parlait pas beaucoup justement dans la religion bouddhiste, alors qu'elles sont extrêmement présentes, aussi bien les nonnes que les maîtres, même féminins. Et ça a été l'occasion d'un voyage intérieur exceptionnel, d'une rencontre avec un peuple magnifique. Et c'est comme ça que j'ai fondé mon association en rentrant de ce documentaire. Parce que je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire de plus. Pourquoi savoir ce que je pouvais faire pour parler de cette philosophie de vie de ce peuple, c'était clair. C'était mettre mon nom, ma notoriété, ce que les gens aimaient de moi, au service de ce documentaire où j'ai mis vraiment tout mon cœur. J'ai vaincu toutes mes peurs parce que j'avais beaucoup voyagé déjà, mais dans le cadre de mon travail, là, c'était un peu partir à l'aventure, sac à dos. Je suis partie avec une femme, une amie, et à deux, on a fait ce documentaire. On a fait l'Inde, le Sikkim, le Népal, sur 2 voyages successifs, et ça a été un vrai voyage, extérieur, intérieur, magnifique, et l'occasion de rencontrer des femmes absolument merveilleuses, d'une dimension qui restent dans votre cœur à jamais, quoi. Pour revenir sur ce moment fondateur, ces 22 ans, cette nouvelle comme le ciel qui tombe sur la tête, d'un cancer de l'utérus si jeune, cette épreuve, c'est celle qui vous a ouvert énormément de portes, qui vous a éveillé, réveillé Bien vers sûr. la spiritualité, donc vers le bouddhisme. J'avais l'impression C'est une d'être très épreuve réveillée. nécessaire. J'avais l'impression d'être très réveillée quand Est-ce je que vivais. c'était une bénédiction, Oui. d'une certaine façon? Absolument. Cette maladie a été une bénédiction. Parce que
j'ai rencontré aussi les personnes au bon moment qui m'ont aidé à me sortir de là, à tous les niveaux, physiquement, intellectuellement, philosophiquement, et que ça m'a ouvert des portes magnifiques. Ça m'a ouverte sur la vie, mais sur une autre dimension de la vie, une dimension beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste, beaucoup plus ouverte. Et j'ai fait des pas de géant. Et j'ai commencé plus tôt à marcher et dans cette direction. C'est ce qui m'a permis aussi d'aborder les médecines alternatives, de les connaître, de les approfondir, de les vivre dans ma chair et dans ma tête, et d'en connaître les bienfaits à tous les niveaux, et l'importance de la prise en charge qu'on a de soi, de ne pas se remettre aveuglément entre les mains d'une quelconque médecine, de rester, combien il est important de rester capitaine de son vaisseau et de ne jamais Oui, l'oublier. vous l'écrivez ça, et non pas seulement Ça, c'est aux mains des capital. médecins. C'est capital. Et pas parce qu'il y a quand même beaucoup de médecins qui devraient prendre des cours de psychologie. Hein. Et quelquefois dans la façon dont on vous assène les choses. Et moi je l'ai vécu par moi-même, mais je l'ai vécu aussi à travers des gens qui me sont chers. C'est d'une violence parfois. Alors, entre l'annoncer comme un coup de massue qu'on n'est pas du tout, auquel on ne s'attend pas, et puis cacher la vérité, il y a un juste milieu. Bien sûr. Et ce juste milieu, c'est peut-être un petit peu de psychologie, de tendresse, Tout simplement. tout simplement. Mais on est dans un monde, le monde médical n'est pas tendre. Est-ce que vous pensiez que c'était écrit? Oui, je Maintenant, pense. c'est dans votre philosophie, les choses sont, Oui, sont je pense que écrites les dans le grandes bouddhisme. lignes sont Il y a les un grandes karma, il y a le lignes dharma. sont écrites. Oui, mais dans le mot karma, karma, ça veut dire action aussi. Donc ça ne veut pas dire subir. C'est-à-dire, si on dit c'est mon karma, je subis. Non, c'est mon karma, je suis là pour le changer, le dépasser, agir pour faire du bon karma. Si j'ai ça à subir, il y a peut-être une explication quelque part dans une dimension que je ne connais pas, que je n'ai pas appréhendée, que je n'ai pas encore compris. Mais il m'appartient de faire autre chose et de transformer. Si on ne peut pas changer les grandes lignes d'une vie, ce qu'on peut changer, c'est la façon dont on les appréhende, la façon dont on vit ces épreuves, dont on les dépasse. C'est ça qui est important. À ce moment-là, et même plus tard, est-ce que la méditation vous a sauvé? Elle aussi, elle vous a sauvé? Oui, bien sûr. Parce que vous en parlez beaucoup, et vous expliquez aussi comment pratiquer, même de façon... En fait, il y a ce que je pense qui est très important, c'est de vivre d'abord, le premier pas, c'est de vivre en conscience, de se dire je prends conscience de mes pensées, de mes actes. Je ne vis pas comme ça, je ne pense pas n'importe comment, je ne dis pas n'importe quel mot. Les mots ont une résonance, on a oublié ça. Les mots sont vulgarisés, sont galvaudés. Avant, on parlait de charme. Le charisme, c'était encore autre chose. Si on dit qu'Hitler a du charisme, on va dire oh, comment tu peux dire qu'Hitler... Mais oui, bien sûr, parce que pour entraîner des foules, il faut savoir ce charisme. Mais c'est pas forcément positif, le charisme. C'est un charme au-delà, qui a presque du surnaturel, et un magnétisme qui fait qu'on est capable d'entraîner les foules. Alors, un personnage charismatique, on l'emploie on le pense que dans le bon, mais malheureusement, ça peut aussi dans le mauvais, être danger. Quand on jette un charme à quelqu'un, c'est rarement dans le bon sens. Quand quelqu'un est victime d'un charme par une manipulation, là, vous utilisez ce que vous appelez la langue des oiseaux, un peu, non? Pardon? C'est pas un peu la langue des oiseaux? Des mots comme ça qui... Ah, la langue des oiseaux, c'est magique. D'abord, le mot, la langue des oiseaux. Parce que ça vous en parlait, je crois que votre maman l'utilisait aussi. Quand j'ai entendu parler de cette langue des oiseaux, quand j'ai approfondi ça, j'ai trouvé ça tellement joli. Déjà, rien que la langue des oiseaux, ça me fait rêver. Et c'est pareil, c'est une autre façon d'entendre les mots. C'est entendre les choses à travers les mots. Charme, je me disais qu'il y avait la double... Oui, mais c'est plein de charme, cette langue des oiseaux. En fait, c'est entendre d'autres mots dans les mots. C'est par exemple, dans la maladie, le mal a dit, dans persévérer. C'est très beau, percez et vous verrez. Ça, voilà, c'est des choses comme ça, la langue des oiseaux, qui était la langue des alchimistes aussi à l'époque, qui se parlait un petit peu de cette façon un peu cachée, un peu unique, et je trouve ça très joli. Et puis il y a des mots très élaborés qu'on rencontre dans votre ouvrage, heureusement que vous nous les éclairez: apoptose, épigénétisme et protéodie. Oui. Alors ça c'est voilà, c'est des choses que j'ai, pareil, comme je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. On dit que la curiosité est un vilain défaut. Moi, je pense que c'est une qualité. Oui. Parce que c'est quand on est curieux qu'on avance.
Et que quand on n'est pas curieux, on a peur de tout. Quand on est curieux, on est tellement curieux qu'on a beaucoup moins peur et qu'on avance, même quelquefois malgré ses peurs ou ses appréhensions. Parce que pareil, entre peur et appréhension, il y a un fossé. Il faut bien encore employer les bons mots quand on pense et quand on parle. Et, Alors ces mots-là, ils sont quand même particuliers. Apoptose, c'est la mort cellulaire programmée. Oui. Alors vous dites qu'on est en Mais pleine on est apoptose. en permanence en apoptose. Alors, et pour se construire, il faut que des cellules meurent. meurt. Mais du moment où on se construit. Voilà, ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'on est en apoptose permanente, que les cellules Donc la vie meurent et la mort pour se que côtoient. les importantes se construisent. Et que quelquefois, si on décline cette apoptose dans une autre dimension, on peut se dire que certaines choses du monde doivent mourir pour qu'un autre naisse. En fait, je pense qu'on est en apoptose permanente. Oui, c'est ce que vous écrivez. L'épigénétisme qui se rapproche un petit peu, c'est la modification des gènes par l'environnement. Ah, oui. Là, c'est hyper intéressant. C'est juste captivant de comprendre ça, parce qu'il y a des choses que quelquefois on dit, mais pourquoi j'ai ça? Mais ça ne m'appartient pas, d'où ça vient? Ça vient de... Et en fait, ça peut très bien venir d'une autre vie pour ceux qui y croient, mais tout simplement de votre maman, de votre grand-mère, voire de votre arrière-grand-mère. On accepte de dire qu'il y a des gènes qu'on a hérités d'eux, mais on ne se comprend pas à quel niveau génétique ça peut se poser. Par exemple, j'ai lu des choses extraordinaires là-dessus, d'une grand-mère qui a pu souffrir de la famine, et son petit-fils se trouve à être obèse, qui n'arrête pas de manger. En fait, il mange pour toutes ses grand-mères. Pour toutes ces grand-mères qui étaient affamées. Ouais. Et ça s'est transmis. La faim. La souffrance dans la faim, c'est quelque chose qui s'est à un moment engrammé. C'est comme des choses qui s'impriment sur l'ADN de départ. Et ça, ces gènes-là, on peut les changer. C'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'il y en a qu'on ne peut pas changer, mais il y a des gènes qu'on peut changer. Et parfois, par la musique, la mélodie, ça c'est la protéodie. Mais ça, on en reparle peut-être tout à l'heure, parce qu'il y a plein de mots assez savants. Savant, oui, protéodie, je ne sais pas si tout le monde... Disons pas savant, disons nouveau. Donc tout ce qui est nouveau peut nous paraître savant, et après c'est juste, ça fait partie là, simplement on n'a pas encore mis un nom dessus. Bon, on va parler d'autres mots ici, parce qu'on a déjà plus beaucoup de temps. C'est la partie où je m'éclipse, je vous laisse avec 4 de mes mots, beaucoup plus simples, et on continue la discussion comme ça, Véronique Jeannot. Oui. Entendu? Ok. À tout de suite. À tout de suite. Véronique Jeannot, toujours bien, Sheila, endormie. Pas vous, j'espère. Non. Bon, tout va bien. Non. Allez, on poursuit notre conversation sur les mots. On parlait des mots. Ouais. Voici le premier que je vous propose, qui est un mot simple, mais qui englobe tellement de choses, et notamment peut-être ce petit chien qu'on voit à l'antenne. Nature, c'est le premier mot que je vous propose. Ah. La nature, le vivant, les animaux, tellement de choses. Bah, la nature, pour moi, c'est indispensable. Me sens tellement liée à la nature, reliée à la terre. La nature, pour moi, c'est pas juste du vert autour, c'est une entité, c'est un monde, enfin c'est notre monde, mais elle est juste indispensable pour moi, avec tout ce qu'elle comporte, le monde vivant, le monde silencieux, le monde des arbres, de tout ce qui est vivant, le sol, les feuilles, la conscience d'être toujours justement entre terre et ciel, cette nature extraordinaire, et on lui fait tellement de mal. Donc c'est-à-dire on ne peut pas parler de la beauté de la nature sans avoir le regret du mal qu'on lui fait et de l'irrespect que l'homme lui inflige. Vous êtes très proche de la nature. Vous conseillez d'ailleurs de méditer dans la nature, près d'un arbre, d'une rivière, c'est votre cas, et une rivière près de chez vous. Ouais. Et on le voit d'ailleurs, vous êtes aussi très proche des animaux. Là, il y a Sheila, vous aviez un cheval, Alboroto, et un lapin, Oui. a-t-on dit, et Suzy, c'est ça, hein? Oui, Suzy.
Et des oiseaux aussi. On parlait de la Ah langue là des là. oiseaux. Et Ah des là oiseaux là. que vous avez recueillis pendant le confinement. Pendant le confinement, et en débroussaillant, il y a des petits oiseaux, des bébés merles qui sont tombés. Et heureusement que j'ai pu sauver. Et ça a été, à un moment, je dis, c'est mieux qu'un voyage en jet privé, parce que c'est absolument magique. Les petits merles, ça s'apprivoise, mais c'est incroyable ce qu'on peut vivre avec ces petits bouts. Et moi, ils étaient perchés sur mon épaule, sur ma tête en permanence. J'étais à l'étage, ils m'appelaient, ils montaient, ils se perchaient sur mon clavier. C'était incroyable. Et de penser qu'ils étaient complètement libres. C'est-à-dire que les fenêtres étaient ouvertes, les portes ouvertes, ils allaient se balader, mais dès qu'il faisait un peu froid, ils se remuaient à l'intérieur, et dès qu'il pleuvait, ils se trouvaient à l'intérieur, et un peu chaud, ils viennent à l'intérieur aussi. Donc, c'était... C'était leur refuge, pour le coup, c'était leur refuge. Et c'est moi qui ai dû, à un moment, les prendre sur ma main, leur mettre un voile et les emmener à la rivière pour leur montrer que c'était là qu'ils allaient devoir trouver leur espace et leur nourriture, que c'était là leur espace. Parce qu'il faut faire attention quand on apprivoise trop un animal, on le coupe aussi de sa nature, justement, de sa nature première. Et moi, ça y est, je les avais élevés pour qu'ils puissent voler, qu'ils puissent vivre, se nourrir, et il fallait qu'ils partent, et il fallait qu'ils soient prêts à partir, et que moi je sois prête à les laisser partir. Donc ils étaient en liberté, et puis un jour, ils ont été appelés par leur nature. Le premier est parti, il n'est pas revenu, l'autre m'a fait un grand discours, mais à ça, de mes yeux, et elle m'a fait un grand discours, et elle est partie. Et c'était magique. Et ces petits merdes se sont envolés. Vous Mais l'écrivez oui, d'ailleurs très bien dans votre livre. Qu'un être de l'espace comme ça, qu'un petit être de l'espace choisisse d'être avec vous sans aucune contrainte. C'était un signe, ça aussi. Je ne sais pas si c'est un signe, mais Vous en le tout cas, pensiez c'est... Ces oiseaux recueillis pendant le Je ne sais confinement et pas dont vous si êtes c'est le occupé. signe. Vous croyez au signe? Je crois au signe, oui, bien sûr. En tout cas, je dirais que ça invite à une connexion avec l'espace. En tout cas. Comme on parle de nature, je pense aussi à ces peuples proches de la nature, ces peuples premiers, ces peuples racines, comme on les appelle, pour lesquels vous êtes très engagée. Oui. Parce qu'évidemment, je suis leur actualité, entre autres à travers un journal que j'aime beaucoup qui s'appelle Native, et qui parle justement des peuples premiers et qui met en avant leur message. Parce que s'il y a bien un message qu'on aurait besoin d'entendre aujourd'hui, c'est bien celui des peuples premiers. Et tout est fait pour les tuer, pour les éliminer, pour ponctionner leurs terres, donc prendre leurs terres pour pouvoir mieux les ponctionner, parce que eux, ayant toujours préservé leurs terres dans un respect et dans une communion, pour ne pas dire communication, parce que ces gens communiquent avec la terre, communiquent avec l'espace, communiquent avec le grand tout, dans un respect absolu, avec cette notion du sacré que nous avons perdue. Et quand on vole ces terres à ces populations, on porte atteinte à tout. On porte atteinte à leur vie, mais pas seulement, à leur histoire, à leurs ancêtres avec lesquels eux vivent aussi en communion. Et c'est gravissime. Donc on leur vole leurs terres pour créer quoi? Pour créer des parcs animaliers où ces animaux vont être chassés, mais franchement, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Le peuple tibétain fait partie de ces peuples-là ? Le peuple tibétain, le Tibet a été envahi par la Chine en 59 quand même. Et le Dalai Lama... ce qu'on appelle les peuples, ce que vous appelez les peuples racines, les peuples premiers. Oui, les Tibétains font partie, bien sûr, les peuples premiers, les peuples racines. Et aujourd'hui, ils ne peuvent plus pratiquer leur religion en toute liberté, ils ne peuvent plus parler leur langue dans leur pays, ils ne peuvent plus honorer leur lama, ils ne peuvent plus vivre sur leurs croyances, ils ne peuvent plus parler tibétain, parce que la Chine les a envahis, et on n'en parle plus parce que le Dalai Lama ne parcourt plus le monde, mais pourtant le problème existe toujours, il est toujours aussi crucial, et les jeunes, c'est dramatique, il y a toujours des jeunes qui s'immolent pour essayer d'attirer l'attention, de dire mais regardez, on est là, regardez ce qui se passe, faites quelque chose. Mais on ne fait rien. On ne fait rien pour ces peuples premiers. Vous faites quelque chose. Je avec l'association Graines d'Avenir. Au moins j'en parle. Et si je pouvais faire plus, je ferais plus, c'est sûr. Je disais, vous êtes aussi engagée dans l'association Graines d'Avenir. C'est mon association. C'est votre association que vous avez créée. Et donc vous portez cette parole-là. Vous dites d'ailleurs que vous êtes
militante. À une question qu'on vous avait posée, on se demandait si vous étiez militante ou pas. Vous avez dit oui, je suis militante de la cause tibétaine. Alors en fait, je me souviens parfaitement quand on m'a posé cette question, ça a été un peu à brûle-pourpoint, ça m'a ça m'a un petit peu interpellée. Et en fait, je crois qu'on n'a pas besoin de montrer le point, de porter des drapeaux pour militer. Moi, je milite en douceur finalement. Mais à travers mes écrits, à travers les associations que j'aide, que je parraine, je milite à ma façon, à travers peut-être tout simplement même dans un comportement au quotidien. C'est pas si difficile de militer. Je veux dire, militer pour l'amour, c'est un comportement au quotidien, on va dire. Alors, on va en parler de ces autres associations et de vos engagements et de votre amour, en fait. Deuxième mot, le mot enfant. Enfant. Il y a cette association Rêve de Gosse aussi, dont vous êtes marraine depuis 20 ans. Il y a ces enfants qui parcourent vos albums, vos CD, Rêve, le dernier en 2020. Oui. Il y a aussi votre enfant, Migmar. Quelle aventure, ça. Qui a aujourd'hui 23 ans, dont vous êtes devenue elle va maman. Avoir 25 ans dans un mois. 25 ans même, voilà. Et vous, racontez-nous un peu. Ah ben Migmar, c'est mon amour. Mais alors, quand on parlait des grandes choses que je pense qui sont écrites dans une vie, pour moi, celle-ci en faisait partie. Et puisqu'on s'est rencontrés, je l'ai rencontrée à travers mon association, elle avait 8 ans. Je l'ai adoptée quand elle moi, je préfère dire retrouvée définitivement quand elle est entrée dans ma vie à 15 ans. Ce qui n'a pas été tous les jours drôle, tous les jours facile, parce qu'il y a eu une nécessité de s'apprivoiser mutuellement, aussi bien de sa part que de la mienne, parce que de sa part, c'était nouveau et terriblement déstabilisant. Moi, ça l'était tout autant déstabilisant. Et puis c'était aussi tard dans ma vie, donc ça a été une énorme remise en question à plein de niveaux, parce que franchement, un enfant, c'est compliqué. C'est compliqué à comprendre. Ça redemande faut rebattre. Enfin, en gros, il faut rebattre les cartes. On a un jeu, on est tranquille avec son petit jeu, on dit alors là j'ai le roi de trèfle, la dame de carreau, la dame de cœur, ok, ouais c'est ça me va bien. Ah oui mais non c'est pas comme ça, il faut tout rebattre. Tout, pour avoir et le nouveau jeu, il est tout à découvrir. C'est-à-dire que c'est un peu de l'hébreu pour commencer. On dit oui mais ça je connais pas, c'est quoi? Et puis petit à petit on apprend des cartes, on apprend le jeu et petit à petit ce qui devient problème devient un enchantement. Il faut juste du temps, il faut du temps. Il faut beaucoup de temps, et de patience et d'amour. Voilà. Absolument, d'amour, puisque c'était une rencontre avec une personne venue d'ailleurs, du Tibet, donc. Oui. On a oublié de le rappeler. Migmar est tibétaine. Ça a été difficile. Qu'elle soit tibétaine ? Non, qu'elle s'approprie, qu'elle soit entre ces deux cultures, la culture tibétaine, la culture française. Alors, c'est toujours pareil. Quand on dit difficile, moi je dirais déstabilisant pour elle, jusqu'à ce que je lui dise en fait que... Parce qu'il y a aussi l'idée qu'elle s'en fait. On vit souvent les choses différemment selon l'idée qu'on s'en fait. L'idée qu'on s'en fait est souvent beaucoup plus difficile que le fait de s'y faire. Ça, j'ai remarqué quand même plus d'une fois. Et je lui ai dit un jour, arrête de penser que tu es entre deux cultures. Tu es riche de deux cultures. Et je le pense sincèrement qu'elle est riche de ces deux cultures, de sa culture ancestrale, on va dire, de cette culture tibétaine extraordinaire, magnifique, et de cette philosophie de vie qu'elle a approfondie en fait une fois plus libre de l'approfondir, c'est-à-dire en étant avec moi finalement, parce que moi j'avais tous les écrits, tous les ouvrages qui en parlaient, et elle a eu cette curiosité immédiate de lire les livres, après d'aller écouter des documentaires, aller voir des films, et elle a une curiosité insatiable, elle a une soif d'apprendre extraordinaire, et déjà à 25 ans elle a une richesse intérieure magnifique. C'est une très, 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 très jolie jeune femme. Qui voudrait être réalisatrice. Qui voudrait être réalisatrice, c'est son rêve. Et qui a un don pour ça. Qui a beaucoup photographié, filmé. Oui, elle a déjà... ça lui est venu pendant le confinement. Le confinement a eu des choses positives pour certaines personnes, pour d'autres terribles, mais pour d'autres très bonnes. Et pour elle, ça a été une révélation. C'est-à-dire qu'elle a pris mon
mon GH5, elle a commencé à filmer des plants de tomates pour commencer, puis après des danses, et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle adorait filmer. Et petit à petit, elle s'est rendue compte qu'elle avait envie de raconter des choses, donc de parler de ce dont on n'était pas beaucoup au courant, donc forcément aussi de sa communauté, de la diaspora tibétaine établie en France et dans le monde entier, d'une approche en fait différente aussi de la vie. Et puis de tout, de la vie en général, de la jeunesse tibétaine et autres, des mélanges, de tout. De notre histoire, parce qu'on a ce projet-là, peut-être de faire un... À deux? À deux, peut-être, oui. On trouve en fait toutes les deux, finalement, maintenant qu'on parle toutes les deux en adultes, ce qui n'a pas été le cas au début. Aujourd'hui, elle se rend compte que notre histoire est quand même loin d'être banale et qu'elle est juste exceptionnelle. Il y avait une chance sur 1 milliard qu'on se retrouve toutes les deux, qu'elle soit attirée aussi par le monde de l'audiovisuel. C'est fou qu'on ait ces ressemblances. Comme moi, quelquefois, je me dis, mais bon, elle vient pas de là, mais elle vient de là quand même. C'est étonnant, c'est parfois extrêmement troublant. Comme j'ai l'impression de lui avoir transmis plein de choses que je retrouve. Alors, quelquefois, elle se met à parler avec mes mots et ça me fait sourire. Elle me regarde, elle me dit « Pourquoi tu souris ?» Je lui dis « Parce que c'est un bonheur pour moi de voir cette espèce de transmission inconsciente. C'est touchant. Quand j'en parle, ça m'émeut un petit peu. Voilà, quoi. Je vous propose une autre transmission avec ce 3e mot, le mot onde. On est entouré d'ondes. On est entouré d'ondes, des bonnes comme des mauvaises. Les mauvaises, on n'en a même pas conscience, et les bonnes, on n'en a pas non plus conscience. Donc il faut s'y intéresser. Moi, je m'y suis intéressée beaucoup parce que les ondes peuvent faire du mal et elles peuvent faire aussi beaucoup de bien selon leur vitesse, leur fréquence, le sens des ondes aussi. Tout ça, je veux dire, il faut approfondir. Mais la forêt, par exemple, la nature, c'est plein, c'est bourré d'ondes, et d'ondes positives. C'est pour ça que moi j'adore aller en forêt. Parce que et puis là, je laisse tout, je laisse le téléphone, surtout, je laisse tout pour essayer d'avoir juste les bonnes ondes qui m'arrivent. Mais on est entouré d'ondes. On parlait tout à l'heure du mot protéodie que vous utilisez dans votre livre. Oui. Racontez-nous, parce que là aussi, c'est une question d'onde aussi. Oui, alors ça, c'est... De mélodie. Oui, mais tout est onde, tout est fréquence, je dirais. Chaque chose a une fréquence. Alors, c'est compliqué, les protéodies. Je le dis dans mon livre, je dis... relisez plusieurs fois, moi je l'ai relu pour essayer d'arriver à synthétiser tout ça, parce que c'est en même temps tellement magique de comprendre que le moment où les acides aminés se déposent sur ce fameux ribosome, ADN messager, tout ça, le moment où l'acide aminé se dépose, il émet un son. Et que qu'une protéine est faite de je ne sais pas combien de milliers d'acides aminés, ça fait comme un petit collier. Et ce petit collier, en fait, c'est une mélodie, puisque chaque acide aminé qui s'est déposé a émis un son, mais un son qui n'est pas audible par l'oreille humaine, donc normalement. Et il y a quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Joel Sternheimer, qui a décodé ces musiques et qui les a rendues audibles en divisant c'est par une division des sons qui les a rendus audibles. Et ces ondes, cette mélodie, en fait, est appelée protéodie, puisque c'est la musique d'une protéine. Et ils envoient, donc c'est utilisé en agriculture. Je sais que ça a été utilisé aussi sur un plan thérapeutique, on va dire sous le manteau, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont malheureusement obligées d'être utilisées sous le manteau dans des pathologies graves et qui ont été très efficaces. Quand on admet qu'on est quand même essentiellement du vide, donc ce qui agit sur le vide, c'est les ondes, c'est les fréquences. Donc c'est pas moins que la matière. Bon, ça c'est mes croyances profondes, mes convictions profondes, on va dire.
Et donc, c'est beaucoup utilisé en agriculture. C'est-à-dire que... En effet d'onde et puis en effet d'eau aussi. Hein. Eh ben oui, en effet d'eau. Et c'est pareil, l'eau, elle est... c'est C'est une onde. extraordinaire, l'eau. Ah non, mais l'eau, c'est un élément extraordinaire dont on n'a absolument pas conscience. Et c'est quand on sait tout ça, on peut plus boire d'eau de la même façon, on peut plus ni même prononcer les mêmes mots. Quand on sait que moi je suis persuadée que l'eau a une mémoire. Ça a été, alors voilà, scientifiquement prouvé. Il faut toujours que ce soit, on ne sait même pas plus ce que ça veut dire scientifiquement prouvé, mais en tout cas ça a été démontré bien des fois. Et moi je l'ai vu sur des expériences aussi quand j'étais à Auroville avec des gens qui sont des grands spécialistes de l'eau, qui étudient l'eau depuis des années. Quand vous voyez les travaux de Masaru Emoto qui photographie les cristaux d'eau soumis à une prière ou soumis à une musique très désagréable ou violente, les cristaux sont complètement différents. D'un côté, on a un joyau, et de l'autre côté, une espèce de tourbillon. C'est impressionnant. Mais c'est fabuleux de voir ça. Moi, j'invite tous ceux qui peuvent entendre à aller voir les travaux de Masaru Emoto et de voir ce que c'est que les cristaux d'eau qui ont été donc congelés et photographiés. C'est magique. Et justement parce qu'on est fait de 60% d'eau, ouais. nos pensées sont importantes. Parce que notre pensée, c'est une onde. Et quand on pense colère, quand on pense haine, eh ben, ça s'inscrit en nous. Donc pour notre bien-être, c'est important de penser positif, c'est important de penser amour, c'est important de penser joie, c'est important de se mettre dans un état joyeux tant qu'on peut le faire. D'être dans la gratitude, c'est des mots magiques ça. Et quand on pense comme ça... Ça fait partie d'une tête de chapitre, gratitude. Ouais. Bah oui, parce faut remercier beaucoup. Ah, moi je remercie tout le temps. Tout le temps. Je suis en gratitude chaque jour de ma vie. Quand je marche, quand je peux courir vers un ami, quand je peux claquer ma porte, courir, descendre l'escalier, monter l'escalier comme je veux, parce que ça veut dire que mon corps va bien, que je peux échanger, ça veut dire que je n'ai pas de problème de parole, que je ne suis pas touchée par une pathologie quelconque, que je suis dans mon lit juste pour me reposer et pas allongée dans un lit en étant malade. Je n'oublie jamais ça. Et ça, la santé, c'est un cadeau, mais c'est un cadeau. Donc, et c'est le premier cadeau. Parce que quand on est en bonne santé, même si on a des problèmes, tout espoir est permis. Parce que la vie est une telle impermanence que ce qui est mauvais peut être, au moment où on ne s'y attend pas, suivi de quelque chose de merveilleux. Quand on est dans ce qu'on pense être notre plus grand problème, il peut nous emmener vers quelque chose qui sera le plus merveilleux de notre vie. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc oui, je suis en gratitude, et aussi envers les gens qui m'ont, à un moment, qui ont été importants dans ma vie, que ce soit au moment les plus durs de ma vie, quand j'ai été malade, mais aussi ceux qui ont été... là, quand j'ai commencé ce métier, comme Cécile Aubry, qui m'a fait confiance sur ce premier rôle, bien sûr, je suis en gratitude contre les gens que j'ai rencontrés et qui ont été importants dans ma vie. Et il y en a qui ne mesurent pas l'importance de la gratitude, et qui, parce que ils ont rencontré une personne au moment qui était un peu où ils n'étaient pas dans le meilleur de leur forme, ils n'ont pas envie de revivre ça. Mais si, il faut le revivre. Et si, il faut être en gratitude par ces gens-là qui vous ont donné le meilleur d'eux-mêmes à un moment où ils ont juste cru en vous, où ils ont juste eu envie de vous donner un sourire, juste eu envie de vous donner un conseil, gratuitement, comme ça. Mais il n'y en a pas tant que ça. Des occasions pareilles, des rencontres comme ça dans une vie. Il n'y en a pas tant que ça. Gratitude et onde aussi envers votre maman? Ah ben oui, ma petite maman. Elle m'a ouvert la porte de plein de choses. Maman était psychographologue, médium. Donc elle m'a ouvert très jeune cette porte de l'inconnu, cette porte du spirituel, cette porte de l'au-delà. Donc oui, j'ai été à l'écoute d'autres choses, d'une autre dimension très tôt. Je la remercie tous les jours de ça, ma petite maman, bien sûr. Et puis elle m'a aussi donné l'amour des mots. Maman écrivait merveilleusement bien, et elle avait toujours un langage très châtié, pas du tout prétentieux, pas du tout, mais châtié, c'est-à-dire choisi. Elle avait des mots choisis. Et papa aussi, d'ailleurs, avait des mots choisis. J'ai eu cette chance. C'est une chance. Moi, j'ai une gratitude infinie envers mes parents, parce que d'abord, ils m'ont donné énormément d'amour.
quand je suis née, et je crois que l'amour est la chose la plus importante à recevoir dans une vie. Quel que soit l'âge où on le reçoit, mais quand on a la chance de le recevoir enfant, c'est un bagage qui n'a pas de prix. Je vous propose de... Et l'amour, c'est une onde aussi, c'est clair. Eh, oui. Alors le quatrième mot, ça peut être aussi un synonyme d'amour, c'est Dieu. C'est Oui. Dieu. Bien sûr, c'est synonyme d'amour. Alors- Voilà, quand on parle des choses sur lesquelles on ne peut pas mettre de mots, moi je ne mettrais aucun mot sur Dieu. Parce que Dieu n'existe pas dans le bouddhisme. Non. Non, Dieu n'existe pas en tant que créateur de tout. C'est la grande différence entre la chrétienté et le bouddhisme. C'est la grande différence. Sinon, il y a tellement de valeurs qui se retrouvent, de valeurs communes, tellement, mais qui passent par une véritable intégration, compréhension différemment. On l'intègre autrement. On nous apprend à l'intégrer par le cœur, par l'ouverture, et pas par les mots et pas seulement par des prières dont. Moi, je ne crois pas aux prières qu'on dit machinalement. Et les Quelquefois, mantras. oui, Il y a pas les une mantras. forme de Mais il faut qu'on sache ce qu'on machinalement dit aussi quand on dit les mantras. Quand on, les mantras, ce sont des prières. Et c'est une litanie, les mantras qu'on répète, ça aide aussi à la méditation parce qu'à un moment, on rentre un peu dans une autre dimension. On se perd un peu dans ces mots qui endorment une partie de notre de jeu, peut-être. Et qui aident à la méditation. Mais c'est important d'être en amour aussi quand on dit ces mantras, quand on dit ces prières. Moi, je dis quand l'homme qui fait... C'est ce que je n'aime pas dans la religion catholique, je suis désolée, c'est que quand vous faites une connerie, une grosse connerie, on vous dit, ben voilà, faites... allez, 20 Je vous salue Marie sur le banc de l'église et voilà, dites seulement une prière et je serai guérie. Non, je ne crois pas en ça. Pour moi, ça n'a pas de valeur. Je pense aux actes qui sont... D'abord, je pense que rien ne vaut un acte. Il faut peut-être 1 milliard de mots pour un acte, et seul l'acte sera réellement ce qui m'importe. Parce que les mots, les gens emploient beaucoup de mots, et ils se perdent dans les mots, mais rarement dans les actes. Et je pense que les actes sont vraiment, vraiment plus importants. Et quand on a fait quelque chose de pas bien envers soi, envers les autres, envers la nature, envers les animaux, et qu'on fait une prière, qu'on en demande pardon, c'est évidemment avec son cœur profondément, et qu'on s'engage à annuler cet acte par quelque chose de supérieur et par un autre acte plus fort que celui qu'on a fait, encore plus fort, ou peut-être en faire 10 qui soient positifs pour annuler le négatif. Je crois plus en ça, oui. Quand des prières qui n'auront peut-être aucun sens au moment où on va les faire, ou aucune conviction. C'est trop facile. Ça, c'est en lien avec le karma aussi. Les actes. Oui, en lien avec le karma. Le karma, c'est action. Hein. C'est action, on comme dit vous disiez. Karma, oui, mais Voilà. c'est mon mauvais karma, c'est mon karma. Si c'est ton mauvais karma, rame, fais du bon karma. Allez, voilà. Yallah les enfants, faites du bon karma. Allez-y, retroussez vos manches et en avant. Pour corriger le mauvais karma. Oui, ça se corrige. Bien sûr que ça se corrige, mais il faut y aller en son âme et conscience. Conscience, que le mot, je dirais, c'est un mot-clé, d'agir en conscience, de vivre en conscience de ses pensées, de ses actes. C'est très important. Certains sont plus lestés que d'autres, en mauvais karma, entre guillemets, oui. à la naissance. Oui. Et après, on peut rééquilibrer les choses, dans le bon sens. Il y en a qui sont très, 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 très lestés. Et c'est vrai. Et en même temps, c'est fou parce que moi, je parraine une association qui œuvre à travers le cheval, donc qui est Normandie Dressage et qui compète. Et qui... ce sont des athlètes, en fait,
de l'équitation qui sont handicapés pour certains très 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 fortement. Et quand je vais les retrouver sur des manifestations, je vous assure que c'est pas du tout sordide. Ils ont une banane, ils ont une force de vie, un sourire, mais extraordinaire. Quand je vais dans ces concours les accompagner et que je vois tous ceux qui les entourent de tous ces pays qui ont quelquefois des pathologies, des handicaps, mais on se dit, mais comment font-ils réellement? Mais ils font. Mais quand j'ai plein d'images de ces athlètes incroyables que j'ai rencontrés, qui sont des athlètes du cœur, des athlètes du mental, mais absolument extraordinaires. Moi, pour ces gens-là, j'ai un respect, mais sans nom. Et je vous assure que vous ressortez de là, c'est pas du tout, vous n'êtes pas plombé, hein, ils sont magiques. Ils sont incroyables. Et il y a des gens qui ont été atteints justement, qui ont été victimes d'un handicap qui peut nous toucher tous demain. Moi, on me dit souvent, mais est-ce que vous avez quelqu'un qui est proche de vous pour que vous vous engagiez dans des associations dans le handicap? Et je dis, mais non. Mais c'est des choses simplement dont je sais qu'ils peuvent nous toucher demain. Le handicap peut toucher n'importe qui, n'importe quand. Il faut le savoir quand même. Donc d'autant plus profiter des moments où on est bien et aider celui qui est dans situation de handicap. Donc moi, encore une fois, quand j'ai côtoyé beaucoup de personnes en situation de handicap, mais qui l'ont dépassé, qui ont créé une association, qui font du coup travailler des gens qui subissent aussi le même handicap pour leur dire, mais non, la vie, ça ne s'arrête pas là. Regarde-moi. Regarde, ok, j'ai perdu une jambe ou j'ai perdu mes deux jambes, mais regarde ce que j'ai fait. Ok, j'ai perdu mes bras ou je suis née sans mes bras. Regarde ce que je fais aujourd'hui. Et je me dis que ces mêmes personnes, sans le handicap qui a été le leur, n'auraient peut-être jamais eu la vie qu'ils ont eue. La richesse de vie qu'ils ont su générer, créer et partager. Et ça, c'est extraordinaire. Donc toujours ces épreuves qui Oui. ouvrent vers une forme de vérité Qu'ils ont su et de transformer. spiritualité. Je reviens vers vous pour la fin de l'émission. À tout de suite. À tout de suite. Alors Véronique Jeannot, je suis de nouveau en face de vous. Comment avez-vous vécu cette expérience? Ah mais c'est particulier d'avoir personne en qui mais des mots. Mais des mots. Mais des mots, mais c'était intéressant. Quel est le mot qui vous a le plus frappé, marqué? Vous aviez envie de dire quelque chose de plus sur le mot Dieu, sur lequel nous avons conclu. Oui, c'est qu'en fait, voilà, moi, je ne veux pas le limiter. Il y a trop de gens qui le limitent, la religion. Et pour moi, c'est pas un mot, pour moi, Dieu est partout, dans l'absolu. Et il y a Dieu, mais il y a Bouddha, il y a Allah, mais c'est un Dieu. Mais c'est Dieu qui est dans les animaux faut aussi. pas le mettre faut pas le dessiner, faut pas. Il peut correspondre à aucun dessin, et il est bien. C'est au-delà des mots. Au-delà des mots, et dans les animaux. Ah, et dans les animaux, les animaux, moi j'ai une passion pour le monde animal. Mais j'ai une passion en fait pour le tout. Donc pour moi, on fait partie d'un tout. Et ce tout, il appelle le respect de toute forme de vie, qu'elle soit animale, végétale, humaine. Je les place au même rang. J'aime tellement les animaux et je pense qu'ils sont doués d'une capacité d'amour. Ils ne se posent pas de questions, ils donnent. Il faut dire que Sheila est d'amour particulièrement oui, incroyable. Elle n'a pas bougé d'une oreille, elle dort. Oui. Juste un tout petit dernier mot avant de conclure. Petite question. Vous avez un pendentif autour du cou. Est-ce que vous nous permettez de le voir et de nous expliquer de quoi il s'agit? Ce pendentif, c'est mon pendentif au sens. Et il a plein de symboles, il est informé, c'est un peu la médecine de l'âme au centre, c'est tous les plans sur lesquels on évolue. Et c'est un peu mon doudou, c'est mon protecteur. C'est votre protecteur. C'est mon rappel aussi, voilà. De tous les plans sur lesquels on est et qu'il ne faut pas oublier.
Merci beaucoup, Véronique Jeannot, pour ce partage. Ça a été avec plaisir. Et également, je vous conseille de lire son dernier livre, Le présent est mon refuge, aux éditions XO. On se retrouve la semaine prochaine. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'émission sur kteotv.com. Très belle fin de semaine. Merci beaucoup.